le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, cette semaine, on parle d'une petite sous-compacte américaine qui n'était pas reconnue pour sa fiabilité. Non, dans un segment notoirement concurrentiel et peu rentable, la Pinto s'est révélée un joli succès pour Ford avec près de 3,4 millions d'exemplaires écoulés dans ses différentes versions. Mais tout ça avant que son image ne s'envole en flammes. Ah oui, exact, c'est ça que je voulais parler. Voilà. Bon, qu'est-ce qui a amené à la création de la Ford Pinto? Les années 60 voient la montée en puissance des modèles compacts dans leur première moitié. Chevrolet Corvair, Ford Falcon, Plymouth Valiant. Puis des modèles sous-compacts dans la seconde, Toyota Corolla, Datsun 510. Tout cela est évidemment parti du succès commercial de la Volkswagen Beetle en Amérique du Nord. Chez Ford, Lee Iacocca, alors vice-président responsable des opérations nord-américaines, observe la montée de la vague des autos japonaises. Dès 1967, il envisage un véhicule de 85 pouces, 2,16 mètres, d'empattement. La nomination de Simon Bunky Knudsen au poste de président de Ford en février 68 ralentit considérablement le projet. Ce dernier étant confortable avec l'idée de laisser un segment peu profitable aux mains des Japonais. De plus, Ford s'apprêtait à lancer la Maverick, remplaçante de la Falcon avec un prix de base de 1995 $ US. Elle connaîtra d'ailleurs, la Maverick, une jolie carrière avec 2 102 263 exemplaires produits jusqu'en 1977. Mais Lee Iacocca ne baisse pas les bras. C'est sa réputation, là, je pense. Non, il ne baisse pas les bras et le programme de sous-compact est officiellement approuvé par Henry Ford II en janvier 1969. À ce moment, les études stylistiques sont déjà bien avancées. C'est le designer Robert Thomas qui en est le responsable. La partie ingénierie, dirigée par Frank G. Olsen, devra réaliser des miracles, car Iacocca a fixé un objectif extrêmement ambitieux avec un lancement au millésime 1971. C'est moins de 2 ans, alors qu'il faut à l'époque entre 3 et 4 ans pour concevoir une nouvelle auto. Et ce n'est pas tout. Il édicte que le nouveau modèle devra peser moins de 2000 livres et coûter moins de $2000. Pour y arriver, les ingénieurs puisent allègrement dans la banque d'organes. Le 1,6 litres de base et la boîte de vitesse manuelle proviennent d'Angleterre, alors que c'est l'Allemagne qui fournit le 2 litres optionnel. Ce sont des moteurs connus et fiables. La conception du châssis sera plus difficile et Ford devra développer de nouvelles méthodes de fabrication. 3 carrosseries sont prévues dès le début, mais elles ne seront pas lancées en même temps pour permettre aux techniciens de régler les problèmes. Il faut réduire les coûts partout. Un exemple parmi tant d'autres. Comment rendre l'auto raisonnablement silencieuse alors que seulement 12 livres de matériaux insonorisants sont alloués dans le budget contre 140 dans une Lincoln. Ouch. Ford utilisera massivement le plastique pour couper les vibrations et les dépenses. La facilité d'entretien sera une priorité du modèle au point que Ford commercialisera une trousse à outils spéciale pour que les propriétaires puissent réaliser l'essentiel de la maintenance de base eux-mêmes. Il sera d'ailleurs lancé aux États-Unis avec le slogan « The Little Carefree Car », la petite voiture sans souci. Au prix d'efforts importants et de compromis, comme fabriquer l'outillage en même temps que les prototypes sont testés, le calendrier impossible de Iacocca est respecté. Le 11 septembre 1970, soit une semaine avant les autres modèles, Ford présente la Pinto. Après les Mustang, Bronco et Maverick, il s'agit du 4e véhicule de la marque à porter un nom de cheval. La Pinto est assemblée dans 3 usines, San Jose en Californie, Edison dans le New Jersey et Saint-Thomas en Ontario. Quant à Knudsen, le démarrage du projet Pinto sera le premier clou dans le cercueil de sa carrière chez Ford. Il y en aura d'autres. Il sera renvoyé par Henry Ford II le 11 septembre 1969, soit exactement 1 an jour pour jour avant le lancement de la Pinto. Le titre de président restera vacant pendant plus d'1 an avant que Iacocca ne l'assume en décembre 1970. Mais la Pinto, elle n'arrive pas toute seule là, dans le segment des sous-compacts. Non, le millésime 60 avait connu l'arrivée simultanée de 3 compacts américaines, Ford Falcon, Chevrolet Corvair et Plymouth Valiant. Ouais. 11 ans plus tard, l'histoire se répète. Cette fois-ci dans le segment des sous-compacts qui voit le lancement des AMC Gremlin, Chevrolet Vega, Plymouth Cricket, une Hillman Avenger importée d'Angleterre, Dodge Colt, une Mitsubishi Colt provenant du Japon, et donc de la Ford Pinto. Les consignes de Iacocca ont été respectées. Le modèle de base pèse 1949 livres, 885 kilos, et coûte $1919 ou US ou $2180 canadiens. Pour ce prix, l'acheteur obtient une auto équipée d'un 1,6 de 75 chevaux, d'une boîte manuelle à 4 rapports, d'une suspension avant McPherson, d'un essieu arrière rigide monté sur des ressorts à lame,
d'une direction à crémaillère et de 4 freins à tambour. La Pinto repousse sur un empattement de 94 pouces et mesure 163 pouces de long, 4,14 m. En bonne américaine, la liste des options est longue. Moteur 2 litres, 200 chevaux, frein avant à disque, boîte automatique Select Shift, cruise-o-matic à 3 rapports, toit vinyle, banquette arrière rabattable, console centrale, air conditionné, radio AM, ensemble décoratif, intérieur de luxe. La facture peut vite monter. L'accueil de la presse est plutôt positif, même si tout est loin d'être parfait. Le guide de l'auto 1971 résume bien l'ensemble des réactions des journalistes américains. Je cite, « Face à la Vegas, la Pinto possède des qualités différentes, mais elle est également bien armée pour faire concurrence à la production étrangère. Sa mécanique est éprouvée, c'est une voiture maniable, vive et spacieuse, compte tenu de ses dimensions extérieures. Sa tenue de route, son freinage et certains détails d'aménagement pourraient toutefois être améliorés. Le démarrage des ventes est très satisfaisant pour Ford. Le 20 février 1971, au Salon de l'Auto de Chicago, Ford lance enfin la deuxième carrosserie, une version à haillons baptisée Runabout. Elle se distingue par sa large vitre arrière avec des charnières apparentes et vient de série avec la banquette rabattable. À la fin de l'année, les chiffres tombent et la Pinto est un succès avec 352 402 exemplaires produits. Elle devance même confortablement les Chevrolet Vega et AMC Gremlin, ce qu'elle fera d'ailleurs tout au long de sa carrière. Parlant de la carrière, ça a été quand même assez long, donc il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors oui, on va passer en revue. Pour le millésime 72, le gouvernement demande que les puissances sont annoncées en net et non plus en brut. Pour la Pinto, cela se traduit par une baisse à 54 chevaux pour le 1,6 litres et à 86 chevaux pour le 2 litres. Le haillon de la Runabout est redessiné avec une glace agrandie. Le 24 février 1972, Ford présente la troisième carrosserie, une familiale baptisée Wagonette, au Canada français. Elle est plus longue de 10,3 pouces et offre un volume de chargement allant jusqu'à 60,5 pieds cubes, 1700 litres. Elle vient de série avec le 2 litres, les freins avant à disque et les vitres arrière introuvables. Une version Squire plus huppée avec des côtés en faux bois est disponible. La Wagonette va s'avérer très populaire et sera même la plus vendue de la gamme Pinto pendant plusieurs années. Toujours en 1972, Ford lance une série spéciale Sprint, peinte en blanc, avec des bas de caisse et inserts sur le capot bleu, ainsi que des liserés rouges. Les intérieurs sont coordonnés en blanc et bleu. Cette finition sera également proposée sur les Maverick et Mustang. Peu de changements sont à noter pour 1973. Roues en aluminium, nouveau groupe esthétique, ensemble tenue de route et toit ouvrant optionnel. L'année suivante, 1974, la Pinto reçoit des pare-chocs plus imposants afin de passer les normes gouvernementales d'impact. L'offre des moteurs est revue. Un nouveau 2,3 litres est ajouté. Baptisé Lima, du nom de l'usine où il est fabriqué, ce bloc fera les beaux jours de nombreux modèles Ford jusqu'au milieu des années 90, en version atmosphérique ou turbo-compressée, pensez Mustang SVO ou Ford Thunderbird Turbo Coupe. Ouais. Le 1,6 litres est retiré du catalogue et le 2 litres vient en entrée de gamme. Suite au premier choc pétrolier d'octobre 73, les gros V8 ne sont plus à la mode et la Pinto connaît sa meilleure année avec plus d'1 demi-million d'exemplaires produits. Un nouveau V6 de 2,8 litres est ajouté au millésime 75. Uniquement disponible sur les Runabout et Wagonette, il développe 97 chevaux et doit être accouplé à la transmission automatique. Avec lui, les acheteurs peuvent commander pour la première fois la direction et les freins assistés. Le 2 litres est sorti du catalogue et le 2 litres 3 de 83 chevaux devient le moteur de base. Vers la fin de l'année modèle, une version MPG plus économique est ajoutée. Elle bénéficie d'un rapport de pompe plus long, 3,18 pour 1 contre 3,40. La Pinto reçoit de légères modifications esthétiques pour 1976. L'avant incorpore une grille au motif carré, des clignotants carrés, ainsi que des entourages de phares chromés. Une nouvelle version Sedan MPG dépouillée est ajoutée. Elle comprend un rapport de pont encore plus long de 3,0. Le 3,18 devient standard et le 3,40 est optionnel. Comme en 1972 avec la Sprint, un nouvel ensemble Stallion est disponible sur les Pinto, Maverick et Mustang 2. D'allure sportive, il comprend de nombreux éléments de finition noire. Les puissances sont augmentées, 92 chevaux pour le 4 cylindres et 103 pour le V6, ce dernier pouvant être enfin installé dans la sédan. La finition Squire en faux bois peut être commandée avec la Runabout. La calandre est plus profondément revue pour 1977. Plus inclinée, elle intègre une grille moins large entourée de 2 doubles clignotants. Les feux arrière des Sedan et Runabout sont agrandis. En option, la Runabout peut recevoir un haillon entièrement vitré.
Afin de surfer sur la vague des fourgonnettes décorées, typiques des années 70, Ford présente une intéressante version de la wagonnette. Elle est baptisée Cruising Wagon et comprend une bulle en plastique sur le côté et des graphismes très funky, comme peuvent le voir ceux qui regardent en vidéo. Ben oui. L'allumage transistorisé du Raspark vient de série, mais les puissances sont revues à la baisse, 89 et 93 chevaux respectivement pour le 4 cylindres et le V6. La Pinto devient également vedette de télévision en apparaissant dans la série Drôle de Dame, un modèle de couleur orange et conduit par Sabrina Duncan, jouée par Kate Jackson. Mais les ventes ne sont plus à la hauteur. On va voir pourquoi plus loin. Les évolutions du millésime 78 se limitent à des ensembles esthétiques dont l'édition rallye avec des accents noirs. Une version livraison sans vitre arrière de la wagonnette est disponible. L'année suivante marque les dernières modifications extérieures de la carrière de la Pinto avec de nouveaux phares rectangulaires et une calandre à 4 barres. Les ailes avant, le capot et les feux arrière sont également revus. Sur le tableau de bord, les cadrans deviennent carrés. Une version ESS pour European Sport Sedan est ajoutée. Elle se distingue par un fini noir sur la grille, les mouleurs et à la place du chrome, une instrumentation complète, un volant en cuir, ainsi qu'une barre stabilisatrice à l'avant. Bon, ça fait pas très européen, mais bon, bref. Le millésime 80 marque la 10e et dernière année de présence de la Pinto sur le marché. Logiquement, les évolutions sont limitées. Le V6 disparaît, les ensembles d'équipements sont légèrement révisés et le choix des couleurs est modifié. À ce moment, la Pinto de base pèse 2377 livres et coûte 3780 $ US ou 4710 $ canadiens, à la fois victime des normes de sécurité et de pollution plus contraignantes et de l'inflation galopante des années 70. Mais Ford se prépare à lancer pour l'année modèle 1980 l'Escort traction avant. Malgré les 3 150 943 exemplaires produits, plus un petit extra dont on a parlé à la fin, la compagnie voudrait bien tourner définitivement la page de l'histoire de la Pinto, extinction des feux. Mais là, il faut parler de la raison, là, pourquoi que ça a été comme un... L'histoire n'a pas été vraiment comme on l'aurait espéré, là, non. Pour une raison principale. Ouais, le problème de l'auto, un sujet brûlant, pourrait-on dire. J'essayais de trouver un jeu de mots, mais je me disais voilà. la raison chaude. Voilà, exactement. C'est l'inflammabilité de la voiture en cas de choc arrière. Aïe. L'inflammabilité, pardon. Alors, tout et plus a été écrit sur la voiture. La Pinto a même été le thème de nombreuses thèses académiques, tant sur le plan légal, technique que éthique. Mais nous allons essayer ici de nous en tenir aux faits, car comme vous allez le voir, personne ne sort grandi de cette histoire. À cause des délais de conception serrés, l'outillage est fabriqué en même temps que les autos sont testées et certaines modifications nécessaires ne sont pas installées avant la commercialisation. Et parce que c'est une sous-compacte, il faut contenir les coûts à tout prix. Le réservoir d'essence est placé entre le pare-choc et l'essieu arrière. C'est une disposition aujourd'hui proscrite, mais à l'époque, il s'agit d'une pratique courante. En cas d'impact arrière, les vis de fixation du différentiel, parce que la Pinto est une propulsion, peuvent s'enfoncer dans le réservoir et le perforer. De plus, des crash tests réalisés par la compagnie font apparaître une faiblesse au niveau du tube de remplissage qui peut se briser et laisser couler l'essence. Si une étincelle arrive, c'est l'explosion. Il suffit de renforcer ce tube et d'installer un coussinet en caoutchouc à 5 $ sur les différentiels pour protéger les vis afin de considérablement réduire le problème. Mais Ford ne le fait pas. Pas de temps, pas de budget. Dès 1972, de premiers rapports émergent sur le caractère détonnant de la Pinto en cas de collision arrière. Deux procès en particulier vont cristalliser l'attention populaire. Grimshaw versus Ford et Indiana versus Ford. Dans le premier, un jury accorde 125 millions de $ en dommages punitifs à la victime. La somme sera ramenée à 3,5 millions en appel. On est en 1972. Dans le second, un procureur de l'État va décider de poursuivre Ford au criminel, mais cela se terminera par un non-lieu. Évidemment, là, ça, c'est une catastrophe au chapitre des relations publiques pour Ford. Là. Et oui, tout à fait. L'équipe légale de Grimshaw, dont on vient juste de parler, a trouvé un document interne à Ford et originellement uniquement destiné à la NHTSA, l'administration américaine responsable de la sécurité routière. Le document est nommé Fatalities Associated with Crash-Induced Fuel Leakage and Fires, décès associés aux fuites de carburant et aux incendies provoqués par un accident. Ce document est
donnée au journaliste Mark Dowie du magazine Mother Jones. Mark Dowie écrit un article incendiaire pour l'édition de septembre-octobre 1977, baptisé Pinto Madness, qui passera à la postérité et permettra à Dowie d'obtenir un prix Pulitzer. Ce texte va détruire définitivement la réputation de la Pinto. Ah ouais. Dans cet article, Dowie dénonce la méthode d'analyse de coût-bénéfice pratiquée par Ford pour installer ou pas un élément de sécurité qui ne coûterait que $11 et s'indigne du fait que la compagnie chiffre une vie humaine à $200,000 US. Il considère cette approche non éthique, voire criminelle. Mais l'appendice en question est une vanne d'arrêt en cas de retournement et ne concerne pas du tout le réservoir de la Pinto. Quand on coût d'une vie humaine, c'est tout simplement le chiffre utilisé à l'époque par le gouvernement américain. Mais l'effet de manche fait mouche et indigne. Dowie décrit aussi les méthodes peu glorieuses de lobbying et malheureusement vraies de la compagnie pour retarder le standard 301 au regard de la protection des passagers après impact et donc des systèmes d'alimentation en carburant. Pour faire passer son message, Dowie avance des chiffres très élevés. Oui, il explique qu'au moins 500 personnes sont mortes brûlées dans des Pinto et que ce chiffre pourrait monter jusqu'à 900, mais sans citer la moindre source. Une enquête de la NHTSA déterminera plus tard que ce nombre réel est plutôt de 27. La même administration produira également une analyse des taux de mortalité des sous-compacts en 1975 et 1976 par rapport à tous les types d'accidents. En 1975, la moyenne est de 322 décès par million de véhicules, alors que la Pinto est à 298. Le plus mauvais élève du segment est la Datsun 1200-210, qui est à 392 décès par million de véhicules. Même histoire en 1976. La moyenne est à 338 décès par million de véhicules, alors que la Pinto est à 322 et la Datsun à 418. Mais en 1977-78, les émotions sont fortes et la NHTSA se retrouve dans une situation difficile. Si elle ne demande pas de rappel, elle a l'air laxiste. Si elle en demande un sans donner, elle a l'air partiale. Elle organise donc un crash test un petit peu spécial qui représente, je cite, le pire des scénarios possibles selon les experts de l'administration elle-même. Alors que la norme de choc arrière stipule un impact contre une barrière mobile à 30 000 à l'heure, Ils vont plutôt utiliser une Chevrolet Impala 1971 lancée à 35 000 à l'heure, avec des poids sur l'avant pour assurer un contact avec le réservoir et des phares allumés pour faciliter une étincelle, le tout avec le réservoir de la Pinto rempli d'essence jusqu'au goulot et non pas d'un liquide non inflammable. Toutes les pires conditions. Pires conditions. À cette époque, peu de sous-compacts sur le marché auraient pu passer un tel test. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Un magnifique barbecue, bien sûr. Et la vidéo est disponible sur Internet. Conséquence, Ford accepte en juin 1978 un rappel volontaire sur toutes les Pinto produites entre 1971 et 1976, ainsi que sur les Mercury Bobcat des millésimes 75-76, en carrosserie sédan et runabout. Les wagonnettes, avec 10 pouces de plus à l'arrière et une configuration différente du tuyau de remplissage, sont largement moins susceptibles d'avoir un problème. Avec près de 1,7 million de véhicules concernés, il s'agit à l'époque du plus gros rappel de l'histoire. Mais pourquoi s'arrêter à 1976 ? Parce que le fameux standard 301 dont on a parlé précédemment est passé comme loi en 1977 et que toutes les Pinto sont légalement obligées d'implémenter un tuyau plus solide et des protections au niveau du différentiel. Bref, c'est un jeu de dupes à tous les étages. Le bilan de l'histoire, c'est quoi ? Alors, c'est certain, Ford aurait pu et aurait dû produire dès le départ un véhicule plus sécuritaire. Mais la Pinto est-elle vraiment le tombeau roulant décrit dans la culture populaire ? Les chiffres ont prouvé que son bilan de sécurité n'était pas pire que celui de ses concurrentes de l'époque. Dans son autobiographie, Lia Coca parle ainsi de la Pinto. Même Joanne Claybrook, la directrice de la NHTSA et protégée de Ralph Nader, m'a dit un jour « C'est dommage que vous ne puissiez rien faire pour la Pinto. Elle n'est vraiment pas pire que n'importe quel sous-compact. Vous n'avez pas tant un problème d'ingénierie qu'un problème juridique et de relations publiques. Si une image vaut 1000 mots, combien vaut celle d'une auto en feu ?» C'est aussi le fait que quand on laisse parler, on laisse trop de place au comptable pour une petite pièce
Ça serait quelque chose à... Il y a personne qui a... Tout le monde est un peu à blâmer dans cette histoire. Absolument. Y compris Ford. En terminant, faudrait parler d'une Pinto qui a été imaginée au Canada. Oui, parce que puisque les Pinto sont produites en Ontario, cela laisse de la latitude aux gens de Ford du Canada de lancer des versions locales. Afin de compenser la baisse de popularité des modèles importés d'Angleterre, membre du Commonwealth, une variante Mercury de la Pinto est ajoutée à la gamme canadienne en novembre 1973. Une excellente idée, car le premier choc pétrolier est survenu moins de 2 mois plus tôt. La Bobcat est dotée d'une calandre à motif carré qui sera utilisée sur les Pinto 76. Mercury Canada ayant réalisé de bons chiffres pour la première année, 13 076 exemplaires, le concept est repris par le réseau Lincoln Mercury américain qui a alors désespérément besoin d'un véhicule économique. Pour 1975, la grille est redessinée afin d'être plus en accord avec les grosses berlines de la marque. De 1975 à 1980, la Bobcat suivra les évolutions de la Pinto. Les États-Unis n'auront droit qu'aux versions Runabout et Wagonette, alors que le Canada bénéficiera également d'un modèle sédan. Étonnamment, les Bobcats canadiennes seront importées de l'usine du New Jersey de 1975 à 1979, la fabrication ne reprenant à Saint-Thomas que pour 1980. Les chiffres de production de la Bobcat, 237 102 exemplaires, ne représentent qu'une petite partie de ceux de la Pinto, mais ce modèle aura aidé le réseau Lincoln Mercury à passer une période difficile avec un coût de développement quasi nul. C'est toujours ça de prix. Merci beaucoup, Hugues, pour cette chronique rétro, encore une fois. Plaisir.